dirais pas ça. Et trois, qui puissent avoir une ouverture d'esprit suffisamment importante pour pouvoir penser que les gens qui sont en face d'eux sont les principaux décideurs. Ça s'appelle des parents. Voilà. Et que les enfants sont leurs enfants et pas les enfants des professionnels parce qu'ils ont un handicap ou une déficience. Maintenant, oui, c'est un choix cornélien. Pourquoi ? Parce qu'il impose des conséquences à long terme. Oui. Et des conséquences qui ne sont pas neutres. La première chose que l'orthophoniste que je suis peut vous dire, c'est qu'il faut le plus rapidement possible qu'un enfant possède une langue. Et là-dessus, la langue des signes possède des vertus pour un enfant sourd, c'est-à-dire que certains signes de la langue des signes sont dits iconiques. Iconicus, c'est l'image en latin, ouais. Et ça veut dire que quand on fait ça, ben on imagine bien qu'on ne parle pas d'un lapin ou d'un rat, mais plutôt d'une vache ou d'un taureau. C'est bon, j'avais bon. Voilà. Donc, ça va arriver plus rapidement. L'accès au sens va arriver plus rapidement. Parallèlement, si on fait ça mais qu'on ne dit rien, ben, la zone visuelle du cerveau va s'enrichir, mais la zone auditive va se nécroser. Donc, si on ne met pas précocement un appareillage auditif qui permet une réhabilitation, eh bien, cette zone auditive cérébrale ne va pas se développer. Pour moi, si on veut donner le maximum de chance à l'enfant, il faut que les deux puissent se faire. Alors, donc, mettre un appareil, si les parents sont d'accord, implant cochléaire ou prothèse conventionnelle, et proposer aux parents une aide à la communication, LPC, et en bas âge, proposer un accès le plus rapide possible au sens grâce aux signes de la langue des signes. Alors vous parlez de l'implant cochléaire, on va faire le point, puisque tout le monde ne sait pas ce que c'est. On va voir à quoi ça ressemble de l'opération jusqu'à la rééducation en passant par tous les réglages. C'est un sacré parcours et c'est un reportage de Rebecca Craven. Alia a 2 ans. Sa surdité a été diagnostiquée à 1 an. C'est un grand jour pour elle. Ce matin, on va lui poser un implant cochléaire. Là, on a mis le bandeau. Et toi, tu m'écoutes ? Tu m'écoutes ? Pareil. Toi, c'est pareil avec le bandeau. Est-ce que tu m'écoutes ? Oui. Et toi ? C'est pareil ? D'accord. L'intervention de l'implant, on a 2 parties, une partie externe et une partie interne. Et l'intervention consiste à mettre la partie interne derrière l'oreille, sous la peau, donc entre la peau et l'os. Donc en fait, on fait une petite cicatrice derrière l'oreille, on va ouvrir cette zone-là et aller glisser l'implant comme dans une poche kangourou sous la peau. La partie périphérique de l'audition participe pour 20% de l'audition. Et la partie centrale, cérébrale, le cerveau, participe pour 80% de cette audition avec toute l'analyse complexe des sons qui arrivent et la construction de la parole et du langage. L'implant va aller réhabiliter cette partie périphérique. Il reste encore toute la partie cérébrale auditive qu'il va falloir construire ensuite. C'est pas je mets l'implant et c'est miraculeux, tout est en place. C'est je commence un travail de longue haleine. C'est la première pierre. Donc voilà l'implant. Donc on a l'antenne avec un aimant, c'est aimanté à cet endroit-là. Et à la partie antérieure, le processeur, c'est-à-dire une puce électronique qui est enfermée dans un boîtier titane, puis les électrodes. Voilà, donc là l'implant est en place et on va fermer la peau. On va attendre une quinzaine de jours pour laisser cicatriser la zone avant d'activer son implant. Pour certaines personnes, ce n'est pas du tout indiqué. C'est-à-dire qu'il faut vraiment évaluer à l'avance les conditions anatomiques, le contexte, pour pouvoir savoir si oui ou non un enfant pourrait en tirer bénéfice. C'est notre rôle de faire l'ensemble du bilan pour savoir si oui ou non il pourra en bénéficier et d'un petit peu freiner les ardeurs. On a besoin de prendre un temps de réflexion, d'être sûr que l'équivalent ne peut pas être obtenu avec une prothèse auditive. Après l'intervention commence un long parcours. Hermine a 4 ans. Depuis son opération il y a 2 ans, les réglages de son implant sont régulièrement adaptés. Hermine. Ah oui, mais donc Hermine, je l'appelle, mais elle n'a pas l'implant. Donc elle ne réagit pas. Donc elle ne réagit pas, vous voyez la différence. Après l'opération, 15 jours après, on voit l'enfant et on active toutes les électrodes. Et on revoit l'enfant 8 jours après. Donc il y a 4 premiers réglages à 8 jours d'intervalle. Et après, le réglage peut être fait 3 mois après, enfin tous les 3 mois, tous les 6 mois, ou après 1 fois par an. Ça dépend de l'enfant. Tu viens ?
Depuis 2 ans, Hermine suit 2 séances de rééducation par semaine. Je mets ma chemise. Tu as entendu quelque chose? C'est quoi? C'est quoi? Donc vous voyez là, ce qui est assez remarquable, c'est que dès qu'il a entendu les premières notes de musique, elle a réagi à l'alerte du bruit. Au bout d'1 an de recul à l'implantation, c'est quelque chose qui devient, cette alerte et cette détection devient naturelle chez l'enfant. C'est-à-dire qu'au début, ils entendent beaucoup de bruit, mais de sélectionner qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce qui est agréable et qu'est-ce qui veut dire quelque chose, ça met un petit peu de temps. Et c'est ça, dans le travail qu'on fait avec eux, on essaye de discriminer les bruits de la vie quotidienne, les bruits inopinés, et puis petit à petit, la parole. L'implant coûte près de 22 000 €. Il est presque entièrement pris en charge par l'assurance maladie. Seuls 200 € sont à la charge des parents. 5 000, tout compris, c'est pas vrai. Je demande à faire le point sur le coût, alors que ce soit l'implant, le code, la langue des signes. Donc déjà l'implant. Alors, l'implant en lui-même, ça ne veut rien dire. Si on pose un implant sur la table, ça ne sert à rien. L'implantation. Ouais. L'implantation, c'est le coût de l'opération, du suivi, Oui. du matériel, Oui. et puis du suivi à long terme. C'est-à-dire qu'il y a des réglages qui vont durer pendant des années, des années, des années. Donc ça peut être plus d'une décennie, bien entendu, 2 décennies. Si on prend tout ça, alors selon les pays, on a des chiffres différents. En France, je dirais que c'est autour de 30 000 €. On peut monter à 34 000, on a des sources qui disent 27, d'autres 35. Il y a des pays où c'est beaucoup plus cher, et puis des pays européens où c'est moins cher. Néanmoins, ce qu'il faut voir, c'est pas juste le moment où l'implant aura été posé, Ouais. c'est tout le suivi longitudinal qui va avec, bien entendu. Alors revenons sur l'implant. Est-ce que ça fonctionne dans tous les cas? Alors, le terme fonctionner, je ne sais pas si je peux y répondre. Moi, je suis très premier degré, vous Ce savez. qui m'intéresse, c'est de voir quels sont les résultats au niveau des enfants. En gros, si j'essaye d'être schématique, on va dire qu'il y a 1/3 d'enfants chez qui ça marche super bien, Ouais. mais vraiment très bien. N'oublions pas qu'avant qu'il y ait l'implant, chez ces enfants qui avaient des surdités profondes, Ouais. voire des surdités sévères de deuxième groupe, l'apprentissage de la parole et du langage oral, c'était les Jeux Olympiques au quotidien. Bien sûr. Donc il y avait un coût psycho-affectif, un coût psychologique qui était énorme, et cognitif aussi. L'implant a énormément facilité ça, et quand on est professionnel de la petite enfance ou quand on est parent et qu'on voit qu'un enfant apprend plus facilement, on est favorable. Maintenant, il y a 1/3 d'enfants pour lesquels ça marche plutôt bien, on va dire. Et il y a 1/3 d'enfants pour lesquels ça marche, non pas, mais ça marche moins bien que ce qu'on pourrait attendre. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui présentent des handicaps associés à leur surdité, mais pour lesquels le diagnostic de ce handicap ne peut pas se faire en bas âge. D'accord. Et auquel cas, si un enfant présente des troubles neurolinguistiques, une dysphasie et une surdité, il va être implanté précocement, mais ensuite, comme un enfant entendant, il présentera des troubles de l'acquisition D'accord. et de l'expression du langage oral. Et on peut le retirer éventuellement, l'implant. On peut retirer éventuellement. Il ne faut pas oublier qu'un enfant sourd implanté reste un enfant sourd. Ça, c'est un message à faire passer à l'intention des médecins qui implantent, mais aussi à l'intention de la communauté sourde anti-implant. Il ne faut pas qu'ils pensent que les sourds implantés deviennent des entendants. Et il faut aussi qu'ils pensent que tous ces sourds implantés vont devenir des adultes, que ces sourds implantés qui ont, s'ils le désirent, la chance d'avoir été en contact avec la langue des signes et qui ont appris la langue des signes, maîtriseront la langue orale française, la langue écrite française et la langue des signes française. Et que quand eux-mêmes auront des enfants, à mon avis, ils feront un choix qui sera sûrement différent de celui des parents sourds d'aujourd'hui. Anne-Sophie, vous avez choisi l'implant, pour quelle raison? Pour aller vers l'oralisme, pour conforter notre choix de langue française. Nous, on a estimé aussi que pour une intégration sociale, c'était facilitant. Voilà, mais comme l'a dit M. Franzoni, on a tout à fait conscience, et tous les parents qui sont dans pas mal d'associations, on a tout à fait conscience que c'est un outil technologique. Comme à un moment, il y a eu des prothèses, maintenant c'est une super prothèse, plus performante dans certains cas, surtout pour les sourds profonds. Avec les prothèses, ils n'avaient quand même quasiment pas de récupération. Donc voilà, c'est un outil parmi d'autres. Après, il faut mettre en place soit de la LSF, soit du code. Il faut mettre en place de la rééducation orthophonique. Enfin, c'est pas magique, c'est pas miraculeux. C'est un outil supplémentaire. On a tout à fait conscience, on n'est pas du tout en train de réparer les enfants. Ouais. On Ça les peut être aide. complémentaire. Il y a toute une période aussi où les enfants ne portent pas les implants quand ils sont à la piscine, quand ils sont à la plage, quand ils se couchent, quand ils prennent la douche, quand ils prennent le... Voilà. Donc nous, on a effectivement complété la pose de cet implant avec le code, parce qu'on estimait normal qu'il ait aussi une langue visuelle, effectivement, de soutien. C'est plus facilitant pour eux, c'est plus reposant. Et puis, ça nous permet d'avoir le même niveau de langue française
qu'il ait ou qu'il n'ait pas son implant. Quelle est, Magali, vous, votre position par rapport à l'implant ? Alors, nous, l'implant, on l'a refusé d'emblée parce que on a là-dessus on estime qu'il y a des limites, des limites physiques. C'est dans le corps, dans la tête, et que d'un point de vue éthique, moi, ça portait atteinte à l'intégrité du corps de mon fils. Ça vous semblait lourd d'entrer dans cette opération ? Je trouve ça très, très lourd. Ouais. Et puis, aussi d'un point de vue philosophique, le progrès, le mythe du progrès qui n'en finit pas de progresser, on progresse. Mais fondamentalement, quand on propose rien d'autre à côté, si on propose l'implant en tant que finalité et rien que ça, non. Donc, non, nous, on a souhaité appareiller Yann dans un premier temps. Donc, il a eu les appareils. Là. Donc, une prothèse, une prothèse classique, non implantée. Ce que les sourds appellent les haricots. Ouais. Et alors, l'audioprothésiste nous disait qu'avec ça, ne vous inquiétez pas, il parlera, parce qu'il avait effectivement pas mal de restes auditifs. Mais ça a été tellement laborieux et tellement... et pour lui, c'était une souffrance au quotidien. Il avait mal ? Ça lui faisait mal ? Oui, ça le gêne d'entendre le gêne. Dans la rue, bon, maintenant il n'est plus appareillé parce que on a fini par se rendre compte que ça lui déclenchait des acouphènes qui le rendaient à moitié marteau le soir avant de s'endormir. Donc on s'est dit stop. Donc vous avez arrêté tout appareillage ? Oui. Et si par hasard il lui arrive d'entendre un bruit très fort, il se bouche les oreilles, il ne supporte pas. Je peux me permettre d'intervenir ? Bah oui, bien sûr. Juste pour préciser quelque chose. Vous parliez de choix cornélien. Il est cornélien aussi dans le fait que c'est un choix qu'il faut faire rapidement. Ouais. Parce que le cerveau se développe et que la plasticité cérébrale, le fait que le cerveau soit malléable et qu'il s'adapte très rapidement, c'est pendant les premières années de la vie. Après, on est vieux très vite. C'est-à-dire que si on est implanté à 10 ans, on est un vieux. J'ai rien contre les vieux, mais le problème, c'est que le cerveau va plus être aussi efficace pour traiter les informations sonores. D'accord. Donc, l'implantation, si elle existe, elle doit être la plus précoce possible. D'accord. Et par rapport à l'intégrité dont vous parliez, je veux juste préciser quelque chose. À chaque fois qu'il y a une anesthésie générale, un parent est inquiet et c'est bien normal. Bon. Maintenant, au début, moi, quand j'ai vu les premiers enfants implantés, j'étais super inquiet. Pas autant qu'un papa ou une maman, puisque ce n'était pas mon enfant, mais je l'étais. Néanmoins, quand je vois au jour d'aujourd'hui cette chirurgie qui n'est pas une chirurgie lourde, avec des gamins qui, 5 ou 6 heures après, sont debout et le lendemain, j'en ai vu faire du roller à l'hôpital Trousseau et se faire engueuler par les infirmières, je trouve que c'est quand même génial. Et la deuxième chose, c'est que, vous l'avez dit, c'est dans la tête, mais ce n'est pas dans le cerveau. Et il ne faut pas qu'on ait cette image-là, c'est dans la partie de l'oreille. Donc effectivement, c'est un choix parental à faire et il faut respecter ce choix. Le tout, c'est que les parents soient bien informés des conséquences à long terme. Anne-Sophie, vous avez donc choisi l'implant. Il avait quel âge au moment de l'implant ? On s'est décidé assez rapidement. Après, il y a des tests, des bilans pré-implant. Il a été opéré à 18 mois. 18 mois. Ouais. Comment il a réagi quand il a eu l'implant ? Alors, il a fait partie de ceux qui ont quasiment fait du roller dans les couloirs. Parce qu'il à 18 mois, déjà, il faisait du roller. Très précoce. Enfin, il tapait du pied pour sortir du berceau. Et effectivement, au premier réglage, dans les 10 jours après la cicatrisation, alors ça avait été préparé à l'avance avec les orthophonistes, mais enfin, lui, il a eu une très bonne réaction puisqu'il s'est mis à éclater de rire. Ah oui, le son l'a stimulé. La scotché. Ouais. Magali, comment va Yann aujourd'hui ? Il va très bien. École, comment ça se passe ? 10 ans, il est en CM2, il est donc dans une classe bilingue avec enseignement en langue des signes et français écrit. Programme de l'éducation nationale ordinaire. Ah oui, le même que les CM2 classiques. Oui. D'accord, ouais, c'est important de le dire. Oui, c'est programme ordinaire. Avec orthophonie, il a 2 séances d'orthophonie par semaine en dehors du temps scolaire. Pour ne pas avoir à sacrifier de l'enseignement, parce que quand on regarde l'orthophonie, c'est 2 fois 45 minutes. On regarde l'emploi du temps et on dit alors, qu'est-ce qu'on enlève ? 2 fois par semaine, les maths, l'histoire, qu'est-ce qui est moins important ? Donc, l'orthophonie est en dehors du temps scolaire et c'est pour lui permettre d'avoir le meilleur accès possible au français écrit. Puisque le français écrit, c'est avant tout une langue orale qui est encodée. Donc dans le français écrit, il y a de l'oralité. Et c'est pour lui faire prendre conscience de cette oralité-là.
Donc nous, on n'est pas, on est absolument pas contre le vocal. En fait, nous-mêmes à la maison, on ne se censure pas. On continue de parler en français. Voilà, oui. Lui-même aime se servir de ses cordes vocales, mais ça dépend de chaque sourd. Il y en a qui ne mettent pas la voix, d'autres qui mettent la voix. Je connais plein d'adultes sourds qui ont un appareil, d'autres qui n'en ont pas, qui en ont deux. Enfin, c'est vraiment... Il va pouvoir passer son bac avec la langue des signes? Ah bah il y compte bien. Et il se prépare déjà, l'année prochaine il rentre au collège et puis il dit oui, puis quand je passerai mon bac. Non, il se projette. Marceau, ça a l'air de bien aller. Anne-Sophie? Oui, ça va très bien. Il est en intégration. Il est en CM1 en intégration. Et il veut chanter, c'est ça? Il veut devenir chanteur? Il voudrait être chanteur. Ouais. Je fais appel à un producteur qui voudrait se lancer dans l'aventure. Il doit y en avoir une ici. Je vais lui en parler. Ma sœur Franzoni, alors que deviennent ces enfants-là adultes? Que deviennent les enfants entendants adultes? Moi, depuis 25 ans que je travaille avec des enfants sourds, j'ai vu des enfants sourds devenir ébénistes, ingénieurs, médecins, comptables, voilà. Ce que je pourrais faire à l'occasion de cette question, c'est leur rendre hommage à tous ces gamins que je connais et qui sont devenus des adultes, parce que je parlais des Jeux Olympiques tout à l'heure, il y a une déficience sensorielle. Et quand il y a une déficience, il y a forcément, parce qu'on vit en société, un handicap. Et quand on vit avec un handicap, même si la surdité est un handicap qui ne se voit pas, c'est quand même tous les jours très difficile. Et aller à l'école tous les jours, faire des études tous les jours, vivre au milieu des entendants, en milieu professionnel tous les jours, parce qu'il ne faut pas se leurrer, tous les sourds ne peuvent pas faire que de la langue des signes et travailler dans des structures où il n'y a que des sourds entre eux. Donc la majorité vit au milieu des entendants. Eh ben, ils font énormément d'efforts. Et si les entendants pouvaient faire autant d'efforts vis-à-vis d'eux qu'ils n'en font, ce serait déjà une grande avancée. Alors qu'est-ce qu'ils deviennent? Ça dépend aussi de ce qu'on fait quand on est à leur contact. Alors on va continuer à faire le tour de la question avec les livres de Nathalie. Je vais faire relativement vite. Vous allez retrouver tous ces livres auprès des associations qui sont spécialisées, mais je pense aux parents qui, à l'heure actuelle, sont dans une forme d'errance diagnostique et qui se posent plein de questions, comme Magali, à un moment donné, a pu s'en poser. D'abord, Il était une fois les sourds français, le livre de Patrice Jiquel, qui rend hommage à toutes ces associations, quelles qu'elles soient, qui se battent pour la reconnaissance de ces enfants, qui sont des enfants, d'abord des enfants comme les autres, ensuite sourds. Ils ont besoin de structure, ils ont besoin d'école, ils peuvent passer le bac, ils peuvent avoir un métier. C'est une sacrée bataille qui est encore très active et relativement récente dans les avancées qu'on a pu avoir. Naître, grandir, devenir l'enfant qui n'entend pas, la surdité, un handicap invisible. C'est sorti chez Belin. On va retrouver un certain nombre d'informations sur ce qu'on s'est dit aujourd'hui, sur les différentes techniques, les différents outils, le choix d'entrer dans cette langue de la langue des signes, qui est une langue comme une langue étrangère, on va le dire. Donc ce choix que vous avez à faire en tant que parent, très bon livre, assez complet. On parlait de la langue des signes, Monica Companis, Voyage dans le monde des sourds et des signes. Alors justement, si vous voulez vous y mettre, il y a un certain nombre de signes qui sont proposés. Merci aux parents de nous l'avoir envoyé, c'est les éditions Monica Companis. Je voulais vous dire qu'il y a une réflexion sur les débats. Nous ne sommes pas allés, Daphné, volontairement sur les débats qui, quelquefois, à mon sens, mettent trop les parents les uns contre les autres au détriment de l'enfant. André Ménard, qui est psychologue, Surdité, l'urgence d'un autre regard, pour un véritable accueil des enfants sourds, c'est sorti chez RS. Et si vous voulez vous régaler avec nos enfants, parce que finalement, l'acceptation de la différence, ça passe avec tous les enfants et dès l'école. Il y a l'ABCD des signes de Thierry Magnier, qui est juste un vrai bonheur. Et je peux vous assurer que ça marche avec les enfants de maternelle, avec les différents signes qui vous sont proposés ici. Vous avez le mot jouer, par exemple, avec les doigts. Alors, je vais peut-être laisser Magali faire. Alors, mentir, ça, j'ai bien aimé. Mentir, j'ai trouvé ça pas mal. Et vous voyez, vous avez les images à côté. Il n'y a pas besoin d'émettre des mots. Et le fameux rigoler. Donc, c'est un chouette livre pour tous les enfants. Nathalie. Et je me tais. Merci Nathalie. D'autres réponses sur le net avec Nadia.
Alors qu'est-ce qui se passe sur les nets? Il se passe que j'ai un petit peu envie de me la péter. C'est vrai? Oui, parce que j'ai traîné sur des sites de LSF. Il y en a plein. Tu demandais comment on pouvait faire éventuellement les entendants pour apprendre la langue des signes. Ils peuvent le faire sur Internet. Je vais y venir dans un instant. Mais moi, je suis tombée dans cette marmite. J'ai appris plein de mots. Je me suis fixé des challenges, tout ça. Et j'ai cherché, je suis un peu obsessionnelle, donc j'ai cherché la traduction d'un mot que je dis environ 20 fois par émission. Vous savez ce que c'est? Internet, je parie. Internet, c'est ça. Donc je vous montre une fois, pas plus, et à la fin de l'émission, on voit si vous l'avez retenu, parce qu'il faut quand même s'appliquer un petit peu. Je vous donne rendez-vous dans 2-3 minutes. Magali, c'est rare, on est mauvais. Hein. Voilà. Vous êtes trop sympa, moi je voulais le faire qu'une fois. Voilà, mais écoutez-moi quand même, parce que j'ai à vous dire. Donc vous me voyez peut-être arriver avec mes gros sabots, et je vais enfoncer une porte ouverte, mais je prends le risque, c'est pas grave, parce qu'effectivement, Internet est devenu le premier outil de communication, donc en dehors de la communication en face à face, mais bien avant le téléphone, bien avant le courrier, bien avant le pigeon voyageur, c'est Internet qui est à fond, et c'est plutôt logique qu'Internet mette son grain de sel dans tout ça, et il met un énorme grain de sel sur la langue des signes. Il y a des dizaines de sites qui ne se valent pas tous, mais certains sont très très bons, qui sont consacrés à la langue des signes, certains pour les adultes, certains pour les enfants. Et le grand intérêt d'Internet, c'est qu'il y a des outils multimédia. Donc on dit que c'était une langue motrice. Et pour le coup, vous pouvez télécharger des podcasts, il y a des vidéos. Donc ça devient quand même très très facile d'apprendre sur le tard et à la maison. Alors je ne vais pas tous les citer, mais je les mets sur le site Internet. En revanche, ce que j'ai trouvé, c'est une application smartphone qui n'est absolument pas gadget, qui n'a rien à voir avec les applications que je vous montre parfois. C'est une appli qui a été créée par une association pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Ça s'appelle Signe. Ça ressemble à ça. Je vais vous montrer. Est-ce qu'on voit bien? Alors, on tape la phrase. Voilà, ça s'appelle Signe. Alors, il y a un alphabet. D'accord. Donc, avec le signe qui correspond à l'alphabet. Et la partie très intéressante, c'est la partie dictionnaire. Il y a 2000 mots. Donc, c'est toujours en mouvement. C'est-à-dire que c'est alimenté par les usagers. Donc, on est à fond dans le participatif. La langue des signes, c'est une langue qui évolue. Donc, on peut, dès qu'il y a des mots qui se créent. On est sur du code ou de la langue des signes? On est sur de la langue des signes. Alors, je vais vous montrer, par exemple, un mot qu'on utilise beaucoup, nous, au maternel, accouchement. Vous allez voir, c'est pas mal. C'est très, très imagé. Est-ce qu'on voit? Ça, c'est accouchement. C'est à peu près après, ça. Ça ressemble un peu au coup de l'entonnoir et de la tomate. Autre mot qu'on utilise parfois au maternel, bière. Alors, il y a bière pression. Avec modération, on l'utilise. Avec modération. Pas Nadia. Bière pression. Très logique. Et la bière bouteille, je vous montre, c'est ça. Non mais c'est génial, il y a 2000 mots, donc 2000 vidéos, donc toujours en mouvement, on peut en ajouter. Je trouve ça particulièrement génial, c'est par catégorie, alors il y a des mots de la langue courante, il y a des mots plus précis, ce truc est juste top. Donc une appli et plein de sites, et il y a évidemment Internet et le reflet de ce panorama des solutions de projets éducatifs qui sont proposés aux parents, donc le LPC ou la LPC, je ne sais jamais comment on dit, on peut dire les deux, non? On dit même la LFPC. Oui, mais là, vous m'envoyez, c'est trop compliqué. Je peux dire la LPC, qui a plusieurs sites, mais un site en particulier, qui est le site, attention, de l'Association nationale pour la promotion et le développement de la langue française parlée complétée. Et là, vous vous dites comment je vais faire. En fait, vous tapez APLC sur le moteur de recherche et on tombe directement dessus. C'est un réseau de parents et de professionnels, donc sur lequel on peut échanger entre parents. On peut aussi commander des kits avec des livres, des DVD pour apprendre la LPC avec son enfant. On peut télécharger quelques dessins animés pour les enfants codés. Et là, pour le coup, j'étais un peu déçue parce que je pensais que sur Internet, on pouvait trouver des films pour enfants, des dessins animés pour enfants codés et sous-titrés. Il y en a quand même très très peu, mais c'est vrai que ça prend du temps et en général, c'est des gens qui le font de chez eux. C'est déjà plutôt sympa. Merci Nadia et merci à Cécile Darcot qui a préparé cette émission. On va ouvrir le journal intime. Dans notre série Demain sage-femme, aujourd'hui les élèves sages-femmes ont un TD de suivi de grossesse. Et pour s'entraîner, ce sont elles, eux d'ailleurs, parce qu'il y a des hommes évidemment, qui vont jouer les femmes enceintes. Vous savez ce qu'on va faire là? On va faire un petit peu en jeu de rôle, revoir un peu l'entretien pour préparer vos cliniques. Parce qu'en général, c'est ce qui vous inquiète un peu. Ce qui est intéressant dans le jeu de rôle, c'est que vraiment celle qui fait la sage-femme pose vraiment les questions, fait vraiment l'entretien comme elle ferait dans une clinique. C'est un exercice très complexe qui leur demande beaucoup de raisonnement, de réflexion, et ils ne sont pas encore habitués à ça. De raisonnement clinique, et ça, c'est pas facile.
et trouver les arguments pourquoi ils font les choses. C'est surtout là-dessus que j'insiste, pour qu'ils ne fassent pas les choses de façon automatique, mais qu'ils réfléchissent pourquoi ils font telle chose. Voilà, ça va être trop réaliste. Bonjour madame, vous allez bien? Oui, très bien. J'ai une forme un peu fatiguée, hein, mais bon. Excusez-moi si j'ai un peu. Ah, il bouge du coup. C'est assez ludique, donc nous, ça nous permet en même temps d'appréhender d'une autre façon l'exercice et de voir un petit peu les éléments qu'on aurait pu oublier. On va écouter le cœur pour se lever? Oui, quand même. Madame Elina, je voudrais juste vous demander par rapport au geste parce que... Oui, tout à fait. Donc en fait, on prend le pouls radial. Voilà, et prenez le pouls de la maman. Pourquoi vous prenez le pouls de la maman? Pour pas confondre le rythme. Tout à fait. Je me suis sentie à l'aise, mais en même temps, par exemple, l'emploi du stéthoscope de Pinard, c'est le stéthoscope purement manuel. C'est quelque chose qu'on n'utilise pas très souvent. Comment vous allez? Ça va? Bah ça va, je dors bien la nuit. Oui. Le bébé il bouge mais j'arrive quand même à dormir parce que je suis très fatigué. D'accord, vous me dites que le bébé bouge bien. Ouais, le bébé bouge bien. J'appréhende un petit peu tous les exercices comme ça en TD. Donc je me suis mis dans le rôle de la femme enceinte. Mais en fait je le connaissais plutôt bien, hein. Franchement j'aurais pu le faire en tant que sage-femme. C'est dommage. Donc vous allez lui dire quoi? Pourquoi vous faites un monitoring? Quel est l'objectif pour la maman? Comme vous êtes en fin de grossesse, du coup vous avez plus de consultations, alors on surveille le rythme du bébé pendant 30 minutes. Le rythme de quoi? On surveille son rythme cardiaque pour voir s'il ne fait pas de décélération. Ah non, surtout pas. Là vous l'inquiétez. Hein. Vous lui dites que ça nous permet de faire des examens supplémentaires, ce qui est bien parce qu'en fin de grossesse, c'est plus important de suivre de façon plus rapprochée et que pour voir le bon état de santé de son enfant, c'est intéressant de faire le monitoring. Ça va permettre de voir s'il bouge bien, etc. Toujours dans le positif avec les patientes. Elles sont déjà dans un petit peu la crainte qu'on leur annonce une mauvaise nouvelle. Donc jamais, hein. Non, vous dites pas ça. Voilà. J'étais pas trop à l'aise, comme c'était la première fois que je faisais une consultation au CEF, au Centre d'Exploration Fonctionnelle. Je savais pas trop comment ça se passait. C'est vrai que c'est pas évident de le faire en vrai. Il y en a qui sont très motivés, qui partent tout de suite dans l'exercice, qui sont très acteurs dans la démarche, enfin, qui veulent vraiment essayer tout, qui sont plus à l'aise. Il y en a qui ont envie mais qui sont pas très à l'aise. Il y en a qui sont pas motivés, donc c'était très variable. C'est un sujet de Jérémy Rosen et là on va